Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ce chapitre est dans la continuité du chapitre précédent sur la thermodynamique et nous allons plus particulièrement nous intéresser à la notion de spontanéité. Cette notion nous amènera à définir la notion d'entropie, puis d'énergie libre. Après avoir vu les fonctions d'énergie interne et d'enthalpie, ce chapitre introduit les notions d'entropie et d'enthalpie libre, qui sont des notions importantes pour toutes les réactions. Ensuite, nous nous intéresserons aux phases de la matière et aux transitions entre ces phases. Pour terminer, nous aborderons les notions de tension superficielle et de capillarité. Donc le plan sera le suivant. Tout d'abord, entropie et d'enthalpie libre, les changements de phase, et pour finir, tension superficielle et capillarité. Les notions de thermodynamique vont être importantes pour des aspects plus fondamentaux, comme par exemple pour décrire les réactions chimiques ou les transformations de la matière, ou encore pouvoir prédire le sens d'une réaction ou prévoir la stabilité d'un système. En particulier, il est très intéressant de savoir si les réactions peuvent se faire de façon spontanée ou non. Et ça, c'est intéressant pour connaître les évolutions des systèmes. Par ailleurs, les notions de capillarité ou de tension superficielle sont aussi des notions importantes pour le comportement des fluides, en particulier les fluides qui vont s'écouler dans des capillaires très fins, comme par exemple les capillaires sanguins. Ou bien encore, ces notions sont importantes pour comprendre ce qui se passe aux interfaces entre l'air et un fluide. Par exemple, on peut citer le cas du contrôle de la surface des alvéoles pulmonaires qui permettent un échange gazeux entre air et sang. Donc ces surfaces doivent être suffisantes pour contrôler l'échange. Donc on a vu jusqu'à présent le premier principe de la thermodynamique qui en fait est un principe de conservation de l'énergie. Donc il nous donne le bilan entre l'état final et l'état initial. Maintenant, on aimerait savoir quel est le sens d'une réaction. Alors vous savez que quand vous mélangez de l'eau chaude et de l'eau froide, la seule possibilité c'est d'obtenir de l'eau tiède. L'inverse est totalement impossible. De même, lorsque vous considérez ce qui se passe pendant le freinage d'une roue, ça conduit à l'arrêt et à un échauffement, et là encore, l'inverse est totalement impossible. Donc ça nous amène à définir ce qu'on appelle une réaction spontanée. Et une réaction spontanée, c'est une réaction qui peut avoir lieu sans action d'agents extérieurs. Alors attention, une réaction spontanée n'est pas nécessairement rapide, elle peut être même très lente. Par contre, logiquement, on s'attend à ce qu'une réaction spontanée minimise une certaine énergie. Et effectivement, la plupart des réactions spontanées libèrent de l'énergie, mais on en connaît certaines qui en absorbent. C'est l'exemple par exemple de la vaporisation de l'eau liquide ou encore de la fusion de la glace, qui sont des réactions endothermiques, donc qui absorbent de l'énergie. Donc ça veut dire que la notion de minimisation d'énergie ne suffit pas pour définir la spontanéité d'une réaction. Donc à nouveau, pour revenir sur cette notion de spontanéité, si on réfléchit en termes de transfert de quantité de chaleur, un transfert spontané de quantité de chaleur se fait lorsqu'on part de l'objet le plus chaud vers l'objet le plus froid. À nouveau, un exemple simple, une baignoire pleine d'eau chaude se refroidit alors que l'air de la pièce se réchauffe. C'est ce qui conduit à la buée sur les vitres. Inversement, maintenant, si on veut donner un exemple d'une réaction qui n'est pas spontanée, c'est le fonctionnement d'un réfrigérateur, où cette fois-ci, il faut un système extérieur qui apporte un travail W pour extraire de la chaleur de la source froide, qui est à température T1, et pour la transmettre à la source chaude, qui se trouve donc à une température T2 supérieure à T1. Et donc il nous faut donc introduire maintenant cette nouvelle notion qui est la notion d'entropie. Si on revient à l'exemple du passage de l'état solide vers l'état vapeur, ce qui s'appelle la sublimation, par exemple, si on considère la neige, lorsque l'air est très sec, la neige peut s'évaporer directement.
Donc c'est une transformation isotherme qui est réversible. Le passage inverse s'appellerait la condensation. Cette transformation nous fait passer d'un état solide, qui est un état très organisé, où donc toutes les molécules ont des positions précises les unes par rapport aux autres, à un état gaz qui lui au contraire est très désorganisé et où toutes les molécules ou atomes qui constituent le gaz bougent sans arrêt de façon aléatoire. Donc cette transformation nécessite une quantité d'énergie. Et cette quantité d'énergie correspond à une quantité de chaleur Q qu'il faut fournir pour passer de l'état solide au gaz. Et à partir de cette quantité de chaleur, on définit la variation d'entropie du système par la relation delta S est égale à Q sur grand T, et donc où S est la quantité entropie. Pour passer du solide au gaz, Q est positif, comme on l'a vu, donc delta S va être également positif. Ce qui veut dire que l'entropie du gaz est plus grande que celle du solide. Si on considère maintenant des petites variations, on va écrire cette variation d'entropie sous la forme ds est égal à delta Q sur T. Donc par l'exemple qu'on vient de voir, on a vu que l'entropie, grand S, est une grandeur qui mesure l'état de désordre d'un système. Alors il s'agit aussi d'une fonction d'état, c'est-à-dire sa variation ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Et on peut donc énoncer le deuxième principe de la thermodynamique, qui nous dit que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître ou rester stationnaire. Et maintenant, on peut relier cette notion d'entropie à quelque chose de moléculaire, ou plutôt exactement relier l'aspect macroscopique qui décrit la matière, donc de façon macroscopique, à une description en termes à l'échelle microscopique, et introduire la définition statistique de l'entropie, qui elle est liée au nombre de configurations à l'échelle microscopique, qui permet de décrire le système. Et donc la définition de l'entropie, c'est égal à K fois log de oméga, où oméga est le nombre de configurations possibles, et K est la constante de Boltzmann. On peut donner un exemple, c'est celui de l'effet hydrophobe, et dans le cas des gouttelettes d'huile dans l'eau. On verra plus tard que la structure de l'eau liquide fait intervenir des liaisons hydrogènes entre molécules et qu'en fait le nombre de configurations de ces liaisons est très grand, c'est-à-dire un grand nombre de possibilités pour arranger les molécules d'eau les unes par rapport aux autres. Maintenant, si on disperse plusieurs petites gouttelettes d'huile dans l'eau, elles vont casser les interactions entre les molécules d'eau et donc elles vont casser les possibilités de faire des liaisons hydrogènes. Et donc le nombre de configurations totales va être plus petit. Et ça va être défavorable au niveau de l'entropie. Donc pour pallier à ce problème, la configuration la plus intéressante sera d'avoir une seule goutte d'huile. C'est ce qui est représenté maintenant ici sur ce schéma. Donc là, vous avez le schéma qui représente des molécules d'eau qui interagissent les unes par rapport aux autres par ces petits traits bleus. Et puis en bleu plus clair, des petites gouttelettes d'huile, et on voit qu'elles empêchent les molécules d'eau d'interagir. Et sur la figure de droite, cette fois-ci, vous avez une seule gouttelette d'huile, et donc vous avez un certain nombre d'interactions entre les molécules d'eau, et on peut imaginer qu'on peut modifier ces interactions, trouver un autre schéma d'interaction, et donc on a plusieurs possibilités dans le schéma de droite, alors que dans le schéma de gauche, le nombre d'interactions possibles, le nombre de réseaux d'interactions possibles va être plus limité. Donc on a dit déjà que dans la plupart des réactions spontanées, l'enthalpie H diminue. Mais on a vu aussi que ça n'est pas toujours le cas, et que donc il faut aussi considérer l'entropie S. Donc si on tient compte des deux effets, la spontanéité sera favorisée si on minimise H, et si on maximise S en même temps. Ou encore, elle sera favorisée si on minimise à la fois H et moins S. Et donc ce concept nous amène à définir une nouvelle énergie qu'on appelle l'enthalpie libre, ou encore l'enthalpie de Gibbs, d'où sa notation de grand G, qui est égale à H moins TS. Ou encore, si on remplace H par U plus PV, l'enthalpie libre G
va s'écrire U plus PV moins TS. Si maintenant il n'y a pas de variation de température, donc la température finale est égale à la température initiale, alors la variation d'enthalpie libre, delta G, sera égale à delta H, la variation d'enthalpie, moins T delta S. Ça, c'est une relation importante, car très souvent, nous aurons affaire à des réactions à température constante. Alors, une remarque, l'enthalpie libre est parfois aussi appelée énergie libre de Gibbs, ou de façon simplificatrice et un peu abusive, énergie libre. Et donc, dans le cas de la diapositive suivante, lorsqu'on parlera d'énergie libre, c'est bien d'enthalpie libre qu'il s'agira. Alors, on peut envisager différents cas de réaction chimique. Donc, une réaction chimique sera spontanée si la variation delta G va être négative, donc une minimisation de cette énergie libre. Et par exemple, c'est ce qui est représenté sur le schéma ici, où on représente l'énergie libre en fonction d'une variable qui serait le sens de la réaction. Donc on part d'une certaine énergie libre, on baisse cette énergie libre à la fin de la réaction. Donc à la fin, on a les produits de la réaction. Au départ, on a les réactifs. Et vous voyez qu'ici, donc le delta G est négatif. Donc une réaction spontanée. Maintenant, ici, on a un autre cas où si on regarde globalement la variation d'enthalpie libre entre l'état final et l'état initial, on a bien quelque chose de négatif. Mais si vous regardez suivant le sens de la réaction, l'énergie libre G passe par un petit maximum avant de descendre sur la droite. Donc ça veut dire qu'il y a une variation delta G1 qui est positive, qui elle s'appelle l'énergie d'activation. Donc c'est une barrière d'énergie qu'il faut franchir pour que la réaction puisse avoir lieu. Maintenant, le rôle d'un catalyseur va être justement d'abaisser la barrière d'énergie. Et c'est ce que vous avez représenté maintenant sur ce schéma où on a un delta G2, c'est une énergie d'activation plus faible que delta G1 précédent. Ces notions sont très importantes pour comprendre les évolutions de toutes les réactions enzymatiques et seront revues avec des exemples dans le cours de M. Toussaint. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au changement de phase. Donc vous savez que la matière se trouve sous différents états. Il y a des états solides, liquides et gaz. Les états solides et liquides sont des états condensés qui sont pratiquement incompressibles, alors que l'état gaz est un état raréfié. On peut aussi dire que dans l'état solide, les molécules sont localisées, alors que dans l'état liquide et le gaz, on a une possibilité, on peut déplacer les molécules, donc les deux sont appelés un état fluide. Donc entre les deux, finalement, il y a deux mécanismes compétitifs. D'une part, les forces intermoléculaires qui sont en faveur de l'ordre, et d'autre part l'agitation thermique, qui eux sont en faveur du mouvement. Donc dans un solide, globalement, il y a un état d'ordre. Dans un liquide, on peut parler d'ordre local, mais pas d'ordre global, alors que dans un gaz, on est dans une situation complètement désordonnée. Donc les changements d'état, donc tout d'abord, si on est à basse température, on aura de préférence des molécules localisées et on aura autour de ces positions d'équilibre possibilité d'avoir des vibrations. Donc les molécules bougent de façon oscillatoire autour des positions d'équilibre. Et ça, c'est ce qui se passe dans l'état solide. Maintenant, si la température augmente, ces petits mouvements par rapport à la position d'équilibre vont augmenter, donc l'amplitude des mouvements va augmenter, et donc les molécules, au bout d'un moment, ne vont plus revenir à la position d'équilibre, et là on arrive à l'état liquide. Et puis au bout d'un moment, les molécules ont tellement de mouvements qu'elles deviennent quasi indépendantes les unes des autres, et là c'est l'état gazeux. Donc les changements de phase se font à température constante, mais dépendent de la pression. Donc vous avez ici les différents changements de phase
possibles. Donc lorsqu'on passe par exemple du liquide au solide, ça s'appelle la solidification. Inversement, solide-liquide, il s'agit de la fusion. Maintenant, si on passe du liquide au gaz, c'est la vaporisation. Inversement, gaz-liquide, c'est soit la liquéfaction, soit la condensation. Et lorsqu'on passe du solide au gaz, ça sera la sublimation, alors que gaz à solide, on parlera de condensation. Quelques généralités. Donc en général, les masses volumiques pour le solide, donc ρ solide est plus grand que ρ liquide et plus grand que ρ gaz. Une seule exception, c'est pour la glace, pour l'eau. Donc la masse volumique de la glace est plus petite que la masse volumique de l'eau. Une remarque, la notion de phase et la notion d'état de la matière sont des notions assez similaires. Les changements de phase peuvent se représenter dans différents diagrammes. Par exemple, on peut faire un diagramme de la pression en fonction du volume. Ou encore, on peut faire un diagramme de la pression en fonction de la température. Donc ici, nous allons prendre l'exemple du diagramme de phase pression en fonction de la température. Le schéma représenté ici montre un exemple typique de diagramme dans lequel on voit apparaître les différentes zones, solide, liquide, vapeur. On voit aussi apparaître les transitions entre ces zones, donc qui sont représentées par des courbes. Par exemple, la transition entre solide et vapeur s'appelle la courbe de sublimation. Le passage entre solide et liquide se traduit par la courbe de fusion, ou encore le passage liquide-vapeur se fait à travers la courbe de vaporisation. On peut faire plusieurs commentaires sur ce diagramme. Tout d'abord, vous voyez que les trois courbes, sublimation, fusion et vaporisation, se retrouvent en un même point. Ce point s'appelle le point triple et ça veut donc dire que en ce point, les trois phases solide, liquide, vapeur coexistent. Une autre remarque intéressante, c'est du côté de l'équilibre liquide-vapeur. Vous voyez que cette courbe n'est pas infinie et lorsqu'on augmente la température, elle s'arrête à un point appelé le point critique. Ce qui veut dire que si on continue d'augmenter la température, en étant par exemple dans l'état liquide, au-dessus du point critique, on va passer progressivement dans un état qui s'appelle un fluide supercritique par une transition continue. Donc on passe de façon continue du liquide au gaz en contournant ce point critique. Vous avez ici quelques valeurs de points triples, donc de pression et de température au point triple, par exemple pour l'eau ou encore pour le CO2. Vous avez également des exemples de valeurs au point critique, à nouveau pour l'eau ou encore pour le mercure. Alors, les fluides supercritiques sont des fluides intéressants qui sont caractérisés par des densités et des viscosités qui sont des intermédiaires entre les propriétés des états gazeux et liquides. Et donc ces fluides supercritiques ont des propriétés tout à fait intéressantes. On peut prendre comme exemple CO2, le dioxyde de carbone. CO2 est intéressant parce qu'il a une température critique assez basse, elle vaut 31 degrés Celsius. CO2 a des propriétés inertes, donc c'est un gaz avec des très faibles toxicités, avec une faible réactivité, et on peut l'utiliser sous forme supercritique pour dissoudre des composés hydrophobes, alors qu'il ne dissout pas les composés polaires. Et donc il est beaucoup utilisé dans l'industrie agroalimentaire ou encore la parfumerie pour extraire les arômes des plantes ou par exemple aussi pour décaféiner le café.
Une autre façon de voir les changements de phase, c'est de voir ce qu'il se passe lorsqu'on travaille à température constante et qu'on fait varier la pression en fonction du volume. Ça peut se faire par une expérience très simple qui est représentée ici avec un petit récipient, avec un piston. En un, le récipient contient un gaz. On maintient une certaine pression grâce au piston. En deux, on a augmenté cette pression. On voit apparaître quelques gouttelettes de liquide sur les parois de ce récipient. Nous continuons d'augmenter la pression et le liquide commence à occuper un volume plus important. Finalement, en 4, la pression est tellement forte qu'il n'y a plus que du liquide dans le récipient. En 5, on peut continuer à augmenter la pression, mais on voit que ça devient de plus en plus difficile parce que le liquide est incompressible. Nous pouvons représenter ce schéma pour chacune des températures utilisées. Donc on travaille à température constante, donc il s'agit d'isothermes. Et nous pouvons représenter ces isothermes dans un diagramme pression en fonction du volume. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Donc voici quelques courbes de ce diagramme pour différentes températures. Nous pouvons commenter par exemple si nous nous intéressons au trajet de 1 à 5. 1 à 5 représente les mêmes points que ceux que nous venons de discuter dans la petite expérience simple décrite au-dessus. Donc nous sommes à 20 degrés Celsius. Au point 1, nous sommes dans un état gazeux avec un volume qui est assez grand, une pression qui est plutôt faible. Nous augmentons la pression, on voit que le volume diminue et on aborde au point 2 un endroit où il commence à se former du liquide. Si on continue d'augmenter la pression, il y a une espèce de palier le long duquel il y a coexistence de liquide et de gaz, pour finalement, au point 4, arriver à une situation où il n'y a plus que du liquide. On appelle ce palier entre 2 et 4, on appelle ça le palier de liquéfaction qui se fait à pression constante et cette pression, on l'appelle la pression de vapeur saturante à la température T. Il est assez facile de faire une petite expérience soi-même avec une seringue en plastique dans laquelle on met un petit peu d'eau, on expulse tout le gaz, finalement on se retrouve dans une situation voisine à la figure 5. Et puis on bouche avec son pouce la seringue à l'extrémité et on tire sur le piston. Donc on vient vers une situation qui ressemble à 1 ou à 2, c'est-à-dire qu'on va augmenter le volume et donc forcément on diminue la pression. Et en faisant ça, vous allez voir apparaître des petites gouttelettes de liquide et vous allez voir en fait votre liquide qui se met à bouillir parce qu'on est dans une situation où on a un équilibre entre gaz et liquide et la pression de vapeur saturante est telle qu'elle permet l'ébullition. Alors maintenant, on peut revenir sur la chaleur nécessaire lors de ces changements de phase et définir une notion qu'on a déjà abordée rapidement précédemment, la chaleur spécifique et la chaleur latente. Donc on considère un corps pur de masse M maintenu à pression constante. On fait un apport régulier de chaleur, donc en termes de calories, et on suit l'évolution de la température. Si on fait ça, eh bien, on peut reporter la température en fonction de l'apport de chaleur apporté au cours du temps. Et on voit que dans une première phase, on a une augmentation de la température proportionnelle à l'apport de chaleur. Ensuite, on se retrouve dans un état où on a un mélange de solide et de gaz et on continue d'apporter de la chaleur, mais la température reste constante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du gaz. Et à nouveau, l'apport de chaleur se traduit par une augmentation de température. On peut faire quelque chose de plus complexe et donc en se plaçant à une pression qui est comprise entre la pression du point triple et la pression critique, alors que précédemment on considérait l'expérience à une pression inférieure à la pression du point triple. Et donc cette fois-ci, on passe du solide à un palier où on a solide plus liquide. Ensuite, on n'a plus que du liquide, on continue d'augmenter la température avec l'apport de chaleur. On arrive à un palier où on a liquide plus gaz. La température est constante sur le palier. Et ensuite, on n'a plus que du gaz et la température continue de monter avec l'apport de chaleur. Donc, ça nous permet de définir
la quantité de chaleur nécessaire. Donc lorsqu'on a un état monophasé, ce qu'on a vu, c'est que la température augmente avec l'apport de chaleur. Et à ce moment-là, on peut définir Q est égal à mc delta T, où C est la chaleur spécifique en joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Et on a déjà vu que pour l'eau, sous une atmosphère, cette chaleur spécifique, c'est 4,18 kJ par kilogramme par Kelvin. Maintenant, lorsqu'on se trouve sur un palier, toute la chaleur apportée sert au changement de phase. Et on reste à température constante. Donc, l'énergie apportée va servir à vaincre les liaisons intermoléculaires. Et on peut définir maintenant la chaleur latente, Q, qui sera égale à Lm. Et donc, cette chaleur latente, L, s'exprime en joules kilogramme moins 1. Et donc, à chaque type de transformation est associée une chaleur latente. Ça sera la chaleur latente de fusion, de vaporisation ou de sublimation. Par exemple, pour l'eau, si on considère une pression de 1 atmosphère, la chaleur latente de vaporisation, elle est de 2255 kJ par kilogramme. Alors maintenant, on va introduire des notions un peu différentes et on va parler de tension superficielle et de capillarité. Alors tout d'abord, la tension superficielle. La tension superficielle est définie par le travail nécessaire pour créer de nouvelles surfaces. C'est-à-dire qu'il nous faut dépenser de l'énergie pour créer ces nouvelles surfaces. Alors c'est évident pour les solides parce qu'on voit qu'on doit vaincre les forces de cohésion pour former ces surfaces. Pour les liquides, il y a une tendance à adopter une géométrie qui correspond à une surface minimale. Par exemple, le brouillard ou la sphère lorsqu'on est en apesanteur. Donc on a des interfaces liquide-vapeur. Ce qu'on sait, c'est que les molécules qui se trouvent à l'intérieur du liquide, en moyenne, les forces qui s'exercent sur ces molécules sont nulles. Par contre, une molécule qui va être en surface, globalement, la force qui s'exerce sur elle, ou la somme des forces, va être une force qui va vers l'intérieur et qui sera perpendiculaire à la surface pour essayer de maintenir la molécule dans le liquide. C'est ce qui est représenté ici par ces petits schémas. Donc vous avez la surface, l'interface liquide-vapeur qui est représentée. Bien en dessous, vous avez une molécule qui se trouve à l'intérieur du liquide. Toutes les forces qui s'exercent sur elle résultent en une force totale nulle, alors que la molécule qui se trouve juste sous l'interface est soumise à un certain nombre de forces, mais la résultante tend à la maintenir à l'intérieur du liquide. Donc toutes ces petites molécules en surface ont une force qui tend donc ici vers le bas. Donc si on veut amener de nouvelles molécules en surface, il va falloir fournir un travail. Et typiquement, pour une surface delta S, il faudra fournir une énergie delta W qui sera donc proportionnelle à delta S et qu'on peut écrire égale à gamma delta S. Et c'est ce facteur gamma qui est la tension superficielle. C'est une grandeur positive dont l'unité est donc des joules par mètre carré. Et donc un liquide qui aura une surface libre S aura une énergie superficielle totale, ES, qui sera donc égale à gamma S, où S est donc la surface totale. Donc cette grandeur gamma, c'est donc une mesure de la cohésion du liquide. On a vu que c'est une énergie par unité de surface. On pourrait aussi le ramener à une force, parce qu'on pourrait, faut pas oublier qu'une énergie, c'est une force multipliée par une distance. Donc c'est une force qu'on applique le long d'un certain chemin. Donc si on écrit que W c'est égal à F, D, et c'est aussi égal à gamma S,
Donc on va écrire que F c'est gamma S sur D. Et donc on voit que gamma c'est aussi une force par unité de longueur. Donc quelques exemples de valeurs à l'interface liquide-vapeur. Ces valeurs dépendent de la température. Donc par exemple pour l'eau à 20 degrés Celsius, la tension superficielle vaut 0,0727 newton par mètre. À 50 degrés Celsius, elle vaut 0,0679 newton par mètre. Pour l'éthanol à 20 degrés Celsius, elle vaut 0,0227 newton par mètre. Pour le sang à 37 degrés Celsius, 0,058 newton par mètre. Ou pour le plasma sanguin à 37 degrés Celsius, 0,073 newton par mètre. Donc un exemple, c'est une goutte de liquide. Donc une goutte de liquide, on peut la considérer comme si elle était formée de deux hémisphères. Donc deux hémisphères, et chacune est la résultante des forces de tension superficielle qui s'exercent sur un grand cercle, donc qui limite l'hémisphère, peut s'écrire F est égal à gamma fois 2πr. Ça se montre en remontant à l'expression de l'énergie, W, qui est égale à gamma S, et on arrive à l'expression de la force. Donc, il en résulte une surpression, delta P, qui par définition est F sur S, sachant que S, c'est donc la surface qui limite l'hémisphère, donc c'est πr2. Et donc, on peut montrer que la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, P intérieur moins P extérieur, s'écrit 2 fois gamma sur R. Donc c'est le petit schéma ici qui vous représente donc cette sphère, cette bulle, cette goutte qu'on a traitée comme deux hémisphères qui exercent une force l'une sur l'autre. Et donc pour chaque hémisphère, on a un équilibre entre la force Fs, qui est la force due à la tension superficielle, et Fp, qui est la force due à la surpression. Alors une remarque, la surpression ne dépend que du rayon R et de la tension superficielle gamma. Donc ça veut dire qu'on aura la même surpression si on considère une bulle d'air dans l'eau ou si on considère une gouttelette de brouillard dans l'air. Alors maintenant, si on fait un peu des applications numériques, donc à l'interface RO, on a vu que la tension superficielle à 20 degrés Celsius, c'est 0,073 newton par mètre. Si on regarde maintenant les surpressions pour différents rayons, vous voyez que pour une petite gouttelette avec un rayon de 1 micromètre, la surpression delta P vaut 1,46 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire que la différence de pression est supérieure à la pression atmosphérique. Et maintenant, si on augmente le rayon, on va diminuer la surpression. Donc pour un rayon de 1 mm, on trouve un delta P de 1,46 10 puissance 2 pascal. Et pour un rayon de 1 cm, on a un delta P de 14,6 pascal. Maintenant, si on considère pas une gouttelette, mais une bulle sphérique. Donc une bulle sphérique, c'est finalement comme une gouttelette, mais avec une double interface. Et donc on peut écrire pour chacune des interfaces l'expression de la différence de pression. Et donc au total, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur sera égale donc à 4 fois gamma sur R. Alors on peut faire une petite expérience avec deux bulles qu'on relie. C'est le petit schéma ici. Donc on a une petite bulle à gauche, une grosse bulle à droite. On a des robinets et des communications possibles. Si maintenant on ouvre les robinets, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être l'évolution? Eh bien, si on relie les robinets, comme il y a une surpression dans la petite bulle qui est beaucoup plus grande que dans la grande bulle, c'est la petite bulle qui va se vider dans la grande. Maintenant, parlons de capillarité.
La capillarité nous permet de définir le contact entre un liquide et un solide. Et ce contact dépend de ce qu'on appelle le mouillement et il est mesuré par l'angle θ. Typiquement, si on a un mouillement nul, donc vous voyez le liquide ici qui est schématisé en rouge et la surface qui est de solide qui est représentée en bleu, et vous voyez que l'angle entre la surface et la tangente au liquide est de 180 degrés. Donc ça, c'est le cas du mouillement nul. La goutte ne s'étale pas sur la surface. Maintenant, on a un cas de mouillement mauvais. On voit que cet angle θ, bon, il est plus petit que 180, mais il est quand même plus grand que 90 degrés. Un bon mouillement, cette fois-ci, on a un angle qui est plus petit que 90 degrés. Donc on voit que la goutte commence à s'étaler sur la surface. Et finalement, le mouillement presque parfait, donc l'angle θ tend vers 0, donc devient très petit, et vous voyez que le liquide s'étale un maximum sur la surface. Comme exemple, un mouillement presque parfait est obtenu avec de l'eau pure sur du verre très propre. Un mouillement intermédiaire serait obtenu avec de l'eau pure, mais sur du verre en présence d'impuretés. Et un mouillement presque nul est obtenu lorsqu'on met du mercure sur du verre. Il existe des agents qu'on appelle agents mouillants et qui sont des substances qui, rajoutées au liquide, augmentent le mouillement. Par exemple, un détergent. Un détergent, c'est du produit de vaisselle rajouté à l'eau. Et si vous prenez une goutte d'eau sur une surface de verre, si vous prenez la même goutte d'eau et que vous rajoutez un peu de liquide vaisselle, vous allez voir que cette gouttelette d'eau s'étale sur le verre. Donc cette notion d'angle de mouillement nous permet de définir l'ascension capillaire. Et donc on va considérer un tube de petit diamètre qu'on plonge dans un liquide. Et vous savez, c'est une expérience que vous avez certainement vue, lorsqu'on fait ça, on voit remonter le liquide dans le tube dans certains cas. Donc, et on voit aussi que la surface du liquide, dans le tube, n'est pas complètement plane. Il y a un certain angle qui correspond à cet angle θ qu'on vient de définir. Et globalement, on va appeler H la différence de hauteur entre le liquide dans l'éprouvette et le liquide qui est monté dans le tube. Alors, comment peut-on calculer cette hauteur H ? Alors avant de calculer la hauteur H, il peut y avoir aussi des cas inverses, où cette fois-ci, si le mouillement est nul ou mauvais, l'angle θ est très grand, et cette fois-ci, on va voir le liquide baisser dans le tube par rapport au liquide qui se trouve dans l'éprouvette. Donc on va écrire la relation fondamentale de la dynamique, et on écrit donc que la somme de forces est égale à mg. Donc les forces qui s'appliquent ici sont les forces capillaires. Donc on peut les écrire sous la forme de pi r gamma, et on va projeter ces forces sur un axe vertical pour écrire l'équilibre des forces sur l'axe vertical. Et donc la force capillaire, elle est définie par la tangente au liquide, au point de contact. Donc la projection sur la verticale fait apparaître le cosinus θ. Donc projection de la force capillaire sur l'axe vertical, 2 pi r gamma cosinus θ. Et ça, c'est égal au poids de la colonne, c'est-à-dire à mg, et m, on peut l'écrire sous la forme de ρv, donc ρ fois pi r2 fois h, et le tout fois g. Donc il s'agit d'un tube cylindrique qui a un rayon petit r. Et donc ça nous amène à la loi de Jurin, qui nous donne donc la hauteur d'ascension h, qui est donc égale à 2 gamma cosinus θ sur ρgr. Alors cette loi de Jurin, elle est vraie lorsque h est positif, c'est-à-dire lorsque les angles de θ sont comprises entre 0 et 90 degrés, donc lorsqu'on est dans le cas d'un bon mouillement, ou
Elle est vraie aussi lorsque H est négatif, c'est-à-dire lorsque les angles θ sont compris entre 90 et 180 degrés, lorsque le mouillement est mauvais. L'exemple de l'insecte qui marche sur l'eau illustre bien cette notion de tension superficielle. Donc vous avez l'image ici. Vous voyez que les pattes de l'insecte s'appuient sur la surface de l'eau. Donc en appuyant, elle crée une dépression. Et au niveau de ces dépressions, on peut écrire un équilibre entre deux forces. La force de pesanteur, d'une part, qui appuie sur l'eau, qui s'équilibre avec la force de capillarité, qui, elle, a tendance à aller en sens inverse. Et cette force de capillarité va dépendre de la nature du liquide. Donc, une expérience qui pourrait être faite, c'est si maintenant on rajoute quelques gouttes de détergent dans cette eau, donc un agent mouillant qu'on a défini tout à l'heure, la tension superficielle de l'eau va être modifiée, et donc la force de capillarité ne sera plus la même, et l'équilibre sera rompu, et en fait l'insecte va couler. Alors maintenant, au lieu d'avoir un liquide sur une surface solide, on peut avoir une interface aussi entre deux liquides, et donc on aura une tension interfaciale d'autant plus grande que les liquides sont peu miscibles. Et dans ce cas, donc on peut voir qu'on a une goutte de liquide A qui s'étale sur un liquide B. Et cet étalement se fera avec un certain angle. Et on peut écrire à ce moment-là l'équilibre des forces. Et dans le cas où la force FA plus les FB plus FAB est nulle, à ce moment-là, on a effectivement équilibre. Et à ce moment-là, ça veut dire que le liquide A reste en goutte sur B. Par contre, si la force FB est plus grande en module que le module de la résultante FA plus FAB, cette fois-ci, A va s'étaler sur B. Résumons maintenant les notions importantes vues dans ce chapitre. Nous avons vu le deuxième principe de la thermodynamique. Et donc, nous avons défini la notion d'entropie et vu son utilité. Ensuite, nous avons introduit la notion d'enthalpie libre et nous avons vu l'expression de ΔG pour une réaction à température constante, ce qui nous a permis d'introduire la notion d'énergie d'activation. Nous avons mentionné les changements d'état et les changements de phase. Nous avons vu les diagrammes de Clapeyron, et donc il faut savoir interpréter le suivi d'une isotherme, par exemple, dans un tel diagramme. Et nous avons terminé par les notions de tension superficielle et de capillarité. Et voici pour finir quelques exercices qui illustrent ce cours.